toutes et à tous, bienvenue dans ce Facebook Live hebdomadaire de nombreux business analystes en ce moment, et de manière quotidienne, on va dire, qui est comment pratiquer l'analyse métier à distance. Vous allez voir dans ce live que, encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'état de crise avec le coronavirus qu'on a actuellement, où effectivement, soit ce sont les contributeurs qui sont en télétravail, soit ce sont les business analysts, soit tout le monde, et ça complexifie la tâche. En réalité, pratiquer la business analyse à distance, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, quasiment tout le temps. Et par contre, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer au début, puisque vous allez voir, ça dépend de pas mal de facteurs. En fait, la complexité de pratiquer l'analyse métier à distance dépend de pas mal de facteurs. Donc, on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer ce live, je vous invite aussi à liker la vidéo avec le petit pouce bleu pour booster un petit peu la visibilité de ces contenus que je prends du temps quand même à réaliser pour vous gratuitement. Donc ça permet soit à ma chaîne YouTube, si vous regardez sur YouTube, soit sur Facebook, tout simplement de faire connaître ce contenu à d'autres business analystes que ça intéresserait. Parce que sinon, voilà, c'est les algorithmes des réseaux sociaux, on est noyé parmi tout le reste. Donc voilà, ça aide aussi un petit peu vos collègues à connaître tous ces contenus. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter de mon blog bestofbusinessanalyst.fr, n'hésitez pas non plus, vous aurez des informations à peu près tous les 15 jours sur les actualités de l'analyse métier, que ce soit sous forme d'articles, de vidéos, d'événements, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les abonnés qui me suivent connaissent bien. Je renvoie pas mal d'informations pour vous aider à faire de la veille informationnelle. Voilà, alors aujourd'hui, je vais diviser ce live en 3 parties. Donc je vous rappelle, la question c'est pratiquer la business analyse à distance, on en discute. Je fais suite à un commentaire de Philippe sur l'un des articles que j'avais diffusé qui concernait les digital nomades. Et Philippe avait réagi en disant ouais, d'ailleurs à ce propos, peut-on être digital nomade lorsqu'on est business analyst? Donc moi j'ai transformé un petit peu sa question en pratiquer la business analyse à distance, mais vous allez voir, ça se rejoint. Première partie, qu'est-ce que ça veut dire la pratique à distance quand on est business analyst? Déjà la première chose. Donc vraiment je me focalise encore une fois sur le business analyst. Deuxième partie, je vais vous faire le point en fait sur les tâches et les activités de business analyse qu'on peut faire en solo ou en collaboration. Et puis en troisième partie, je vais faire un zoom sur les risques de l'élicitation collaborative à distance. Donc élicitation, c'est-à-dire recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Et donc un petit zoom là-dessus sur les risques de le faire à distance. Et là par contre, effectivement, je parle particulièrement de télétravail. Voilà. Donc première chose. Alors oui, avant de commencer également, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des retours d'expérience sur la pratique de l'analyse métier à distance, surtout n'hésitez pas, ça me fera très plaisir de l'avoir dans vos commentaires pour le partager. Première chose, donc, qu'est-ce que c'est que la pratique à distance de l'analyse métier? Alors, j'ai vraiment réfléchi à ça ce matin et je me suis dit finalement, on a 2 types d'activités. On a les activités qui nécessitent une interaction avec nos contributeurs. Et puis, on a les activités qui ne nécessitent pas d'interaction avec des contributeurs. Donc, première partie, on va dire les activités qu'on ne peut en fait réaliser que lorsqu'on a des contributeurs face à nous ou en tout cas avec lesquels on interagit. Et là, alors c'est dommage, je ne peux pas vous diffuser mon écran non plus, mais il y a également trois cas de figure. Première chose, les contributeurs avec lesquels vous allez interagir, ils travaillent sur le même site que vous, business analyst, et vous pouvez les solliciter en direct. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas systématique. Vos contributeurs, ils peuvent ne pas travailler ni au même endroit que vous, physiquement, et ils peuvent également ne pas être accessibles en direct. Vous êtes obligé de passer par d'autres manières ou d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'information que vos contributeurs auraient. Donc dans cette première sous-partie, on va dire, moi personnellement, c'est vrai que je réfléchissais à mon expérience. Alors j'ai travaillé pour un exploitant autoroutier. Et l'exploitant autoroutier, donc c'est tout ce qui en France permet de gérer les autoroutes, les panneaux à messages variables, les patrouilleurs, la radio 107.7 qui permet de connaître le trafic, etc.
Et en fait, j'ai fait une mission de chef de projet maîtrise d'ouvrage pour de responsable de l'eau pour ce client, puisque je suis freelance. Et effectivement, les contributeurs, ils travaillaient au même endroit que moi, donc c'était même locaux, et je pouvais les solliciter en direct, ce qui est quand même l'idéal, parce qu'on a l'information directement de la source. En plus de ça, ils parlaient français, je parlais français, voilà, c'était, on va dire, la situation pour un français qui est idéale. Ensuite, j'ai également travaillé dans ce cadre-là pour un gros fabricant d'hélicoptères dans l'aéronautique. Et là, effectivement, pareil, très grosse usine, énormément de contributeurs. Mais parmi les missions que j'ai accomplies là-bas, eh bien, il y avait une mission où ils étaient sur site également. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc, que se passe-t-il en cas de télétravail? En cas de crise sanitaire où vous ne pouvez plus accéder à ces contributeurs de manière directe, alors que c'était le contexte dans lequel vous étiez arrivé. Le contexte normal, c'est de pouvoir leur parler en face à face, ou en tout cas sur le même site. Donc, on en parlera un petit peu après, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Deuxième cas de figure, donc toujours dans les activités qui nécessitent une interaction avec des contributeurs, vous pouvez avoir des contributeurs qui sont sur site comme vous, au même endroit, dans les mêmes locaux. Par contre, on vous interdit d'y accéder, donc de leur poser des questions. Et ça peut sembler bizarre, mais je peux vous assurer que c'est encore fréquent. Alors c'est surtout fréquent dans le cas où vous êtes prestataire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un business analyst interne, mais vous êtes prestataire de service. Par exemple, vous travaillez pour une société, une ESN, et par exemple, le client final, il va dire, moi, mes salariés, ils n'ont pas le temps, je vous paye pour mettre en place une solution informatique, par exemple, donc vous vous débrouillez, je vais vous donner accès à telle ou telle chose, vous aurez un focal point, un point focal, mais sinon, je ne veux pas que vous alliez déranger mes comptables, je ne veux pas que vous alliez déranger mes techniciens, voilà. Donc là, évidemment, c'est horrible, entre guillemets, moi j'ai horreur de ce genre de situation, parce que forcément, plus vous empilez des couches, entre guillemets, entre les sachants, les subject matter experts, donc les contributeurs réels, ceux qui font le travail, et puis vous, plus vous avez potentiellement une déperdition d'informations et des risques de mauvaise qualité, entre autres. Mais voilà, sachez que ça existe. Alors moi, ça m'est arrivé essentiellement pour un affréteur maritime, très très gros affréteur maritime qui a énormément de prestataires. Il fonctionne tout le temps comme ça, en ayant toujours des centaines, voire des milliers de prestataires tout le temps, surtout en informatique. Et bien effectivement, dans cette culture d'entreprise, les prestataires, ils sont à droite, les internes, ils sont à gauche, les deux mondes ne se mélangent surtout pas. Voilà, et donc interdiction d'interroger les contributeurs, ce qui peut aussi se comprendre, parce que là je dis ça en souriant, mais effectivement ce genre d'entreprise où il y a tout le temps des tonnes de projets informatiques entre autres, ou des projets tout courts qui sont lancés, et il y a souvent les mêmes contributeurs, les mêmes sachants. S'ils sont embêtés toute la journée pour 15 projets en même temps, ils n'ont pas le temps de travailler, donc ça peut se comprendre. Bon là, en l'occurrence, d'après l'expérience que j'ai vécue, c'était plutôt assez dogmatique, c'est qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, et sachant que les serviettes, c'est les internes, et les torchons, c'était les prestataires externes, pour blaguer un petit peu. Également, j'étais dans ce cas de figure, c'est-à-dire ne pouvant accéder à des utilisateurs également chez d'autres clients. Donc c'est quelque chose qui arrive quand vous êtes prestataire. Voilà. Que se passe-t-il quand on travaille à distance? On travaille déjà à distance. Donc on est déjà obligé de s'organiser en tant que business analyst pour faire notre travail en étant à distance. Donc quelque part, c'est compliqué, mais ça l'a toujours été, et c'est pas parce qu'on est en crise Covid que ça change. Troisième situation, lorsqu'on a des activités qui nécessitent une interaction avec des contributeurs, c'est lorsque vos contributeurs, de toute manière, ils ne sont pas au même endroit que vous, géographiquement, ils sont ailleurs. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez y accéder, mais pas physiquement, ou très rarement en tout cas, c'est compliqué. Alors moi personnellement, ça a été par exemple, donc je suis dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je devais déployer des applications dans d'autres régions de France,
dans d'autres pays également. Et donc, effectivement, je ne pouvais pas y accéder physiquement, hein. Je ne pouvais pas me déplacer, c'était très rare. Ça devait vraiment se planifier très très à l'avance. Il y avait un budget pour les déplacements, etc. Ça m'est arrivé également toujours chez le fabricant d'hélicoptères en question, puisque c'est international, c'est une multinationale. Et bien, dans certaines de mes missions, mes contributeurs il y en avait certains qui étaient sur le même site que moi, mais il y en avait aussi plein d'autres qui n'étaient absolument pas dans le même pays, qui ne parlaient pas français, qui étaient en Allemagne, etc. Et donc, en fait, la complexité, c'est que là, en fait, on mélange les cas de figure. Mes contributeurs sont à la fois sur site et hors site, et pas français. Donc, en fait, là, c'est vrai que la manière dont vous allez collaborer, c'est à la fois à distance, à la fois pas à distance, et ça, franchement, ça peut devenir très, très complexe en termes de logistique, en termes de préparation, en termes de restitution également, on va en parler juste après. Donc là, que se passe-t-il dans ces cas où vos contributeurs sont hors site, et que se passe-t-il quand on doit travailler à distance? Là pareil, hein, on travaille déjà à distance, donc on a déjà une manière de réfléchir quand on est business analyst et de s'organiser qui tient compte de ce travail à distance. Ensuite, deuxième cas de figure où on pratique la business analyse, eh bien, ce sont des activités qui ne nécessitent pas d'interaction avec les contributeurs. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'un business analyst, ça communique beaucoup, et effectivement, il y a beaucoup de communication, mais il y a aussi des activités où on est seul devant son écran, seul dans son coin. Par contre, ça peut nécessiter un accès au réseau d'entreprise, du client, de l'employeur, ou alors, évidemment, la messagerie professionnelle. Ne négligez pas l'histoire de la messagerie professionnelle. Quand on est business analyst et qu'on est tout le temps en train d'interagir, quand on est tout le temps en train de fixer des réunions, organiser des réunions, etc., ça peut être très compliqué de ne pas avoir une messagerie professionnelle, de ne pas avoir accès aux disponibilités, parce que quand on a Outlook professionnel, on voit les disponibilités des contributeurs quand ils sont dans la même entreprise. Donc c'est quand même plus facile pour positionner des réunions plutôt que de l'appeler. Est-ce que tu aurais une disponibilité? Ah bah non, attends, il faut que je regarde. Allez, essaye là. Puis alors le jour suivant, peut-être que le créneau du contributeur a bougé. Donc en fait, ne négligez pas, ça peut sembler très rébarbatif, et ça l'est, hein, honnêtement, de préparer des réunions, mais ça peut faire perdre énormément de temps quand on n'a pas accès aux disponibilités en regardant les calendriers Outlook des contributeurs. Parce que quand c'est en face à face, ça va, mais quand vous organisez avec plein de personnes en même temps, ça peut devenir juste un truc qui prend beaucoup de temps, très chronophage. Et puis également, les salles de réunion. Moi qui ai fait des petites entreprises et des grosses entreprises, il y a des fois, franchement, on a l'impression, sans que ça soit du tout négatif dans ma bouche, mais d'être assistante de direction parce qu'on cherche les dispos, on cherche des salles, etc. Et ça peut prendre beaucoup de temps. On ne s'en rend pas compte, mais ça vous bouffe du temps. Et puis après, vous avez des activités qui ne nécessitent pas d'interaction avec des contributeurs, qui finalement se suffisent à elle toute seule sur un ordinateur en local sans accès externe. Donc là, vous êtes déjà, entre guillemets, à distance. Donc, effectivement, il n'y a pas de complexité à travailler à distance en dehors de ça. Donc, vous voyez déjà, rien que d'essayer de définir qu'est-ce que c'est que la pratique de la business analyse à distance, c'est pas juste, je suis en crise Covid, je travaille de chez moi. C'est beaucoup plus, on va dire, complexe que ça. Et voilà. Donc, en deuxième partie, je vais vous dire un petit peu les tâches et activités de business analyst qu'on peut faire en solo ou en collaboration. Pardon. Alors, première chose, quand je parle de tâches et d'activités, c'est pas la même chose, hein. Quand je parle d'activités en business analyse, ce sont les activités que je nomme fréquemment, c'est-à-dire faire une étude, alors tout ce qui est avant-projet, étude d'opportunité, business case, faire les analyses de risque, donc tout ce qui est analyse comparative, faire le cadrage, faire l'analyse des besoins, l'analyse de l'existant, l'analyse des écarts, tout ça c'est des activités. Vous avez aussi tout ce qui est préparer la gouvernance de l'analyse métier, tout ce qui est ingénierie des exigences, ça c'est une activité. Tout ce qui est évidemment conception fonctionnelle, générale et détaillée, avec en livrable les spécifications fonctionnelles générales détaillées, avec le glossaire, les règles métiers, les user stories, etc. Vous avez également comme activité la formation utilisateur. Vous avez tout ce qui est test métier, test fonctionnel, préparation de la stratégie test, conception des tests métiers, exécution et reporting des tests fonctionnels et métiers.
Donc là, je parle des projets de systèmes d'information. De manière générale, bien entendu, l'analyse métier, ce n'est pas que dans les projets de systèmes d'information. Donc, appropriez-vous ce que je viens de vous dire lorsque vous êtes business analyst métier et gouvernance, où la finalité n'est pas une solution informatique. Donc ça, c'est quand je parle d'activité, c'est quelles sont ces activités-là que je viens de vous nommer. Que se passe-t-il quand on doit les réaliser à distance? Et c'est là que j'oppose activité à tâche. Alors les tâches, je réfléchissais un petit peu. En fait, on a grosso modo tout le temps un petit peu le même scénario de tâches pour chacune des activités. C'est-à-dire que ce soit pour faire une analyse ou un cadrage, ou une analyse des besoins, ou la conception de vos tests métiers, ou les spécifications fonctionnelles détaillées, en fait, toutes les activités que je vous ai nommées, ça commence par analyser des informations existantes, ou analyser le contexte, à préparer le recueil de l'information complémentaire que vous allez avoir besoin d'avoir, à effectuer ce recueil de l'information qu'on appelle donc l'élicitation, donc recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée, consensuelle. Après, une fois que vous avez recueilli ces informations, vous avez la phase de restitution. Donc là, vous avez des tonnes d'informations dans tous les sens. Il va falloir que vous les écriviez, soit sous forme de livrable, soit sous forme de compte rendu, soit sous forme de mind map, soit tout ce que vous voulez, de modélisation, tout ce que vous voulez, de maquette, etc. Tout ce que vous voulez, c'est de la restitution. Et puis après, vous avez la présentation, puisque effectivement, à l'issue de chacune de vos activités, le but, c'est de, après, présenter vos analyses et de recommander des solutions, ou alors de présenter une conception fonctionnelle, ou alors de former des utilisateurs. Alors, vous avez déjà au préalable préparé vos supports, préparé les séances de formation, etc. Pareil pour les tests, vous allez commencer par analyser le matériel documentaire pour les tests, le référentiel documentaire, avant de préparer vos tests, de recueillir les informations complémentaires qui vous manquent pour mettre en place la conception des tests, et puis comment les mettre dans les outils appropriés, comment les exécuter, etc. Donc en fait, vous avez toujours ces 5 phases: analyse, préparation, recueil, restitution et présentation à la fin, où vous allez, par exemple, même dans le cas des tests métiers, si vous faites tout ce qui est reporting, vous allez présenter la couverture des exigences au travers des tests que vous avez réalisés, etc. Et puis bien entendu, présentation, ça peut être, et c'est souvent face à, par exemple, des managers, où vous allez leur présenter vos recommandations, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il y a des tâches et des activités quand on est business analyst. Certaines se font seules, certaines se font en collaboration. Et donc forcément, quand on pratique la business analyse à distance, eh bien, les tâches qu'on fait seules, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire à distance, voire souhaité, que lorsque c'est en collaboration, et donc les problématiques ne sont pas les mêmes. Cela étant, on peut faire des tâches seules, mais avoir besoin d'un certain contexte qui peut être dérangeant de ne pas avoir à distance. Et je vais vous expliquer cela. Première chose à prendre en compte lorsqu'on essaye d'évaluer l'impact de l'analyse, de la pratique de l'analyse métier à distance, c'est l'impact de la gestion de projet. Dans le cadre de projets de système d'information, vous avez des projets gérés de manière traditionnelle, ce qu'on appelle les cycles en V et en cascade. Donc là, j'en ai souvent parlé, je vous invite à vous renseigner, soit dans mes autres vidéos, soit dans mon site. Donc ça, c'est une gestion de projet qui s'oppose, entre guillemets, aux approches agiles, Scrum, entre autres, qui est la plus connue. Alors, quand vous travaillez en tant que business analyst dans des projets agiles, ça veut dire quoi? Beaucoup plus de réunions, puisque c'est cadencé, un rythme d'équipe agile, c'est cadencé par des réunions tous les jours, les daily Scrum Meetings par exemple, ce qu'on appelle aussi des cérémonies dans le langage Scrum par exemple. Donc agile égale plus de réunions, plus d'interactions très fréquentes. Donc le rythme est beaucoup plus rapide, moins de temps pour réfléchir aux problèmes complexes. Disponibilité des contributeurs, qui est, je l'ai constaté, souvent moindre que dans les projets traditionnels. Pourquoi? Parce que les contributeurs, ils sont partie prenante d'une gestion agile, de projet agile. Donc leur disponibilité est déjà hyper cadencée par la gestion de projet agile. Et dès qu'il faut les solliciter en dehors de ce cadre des sprints, par exemple, c'est très 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 compliqué de trouver de la disponibilité dans leurs agendas. Donc là déjà,
c'est quelque chose à prendre en compte par rapport au modèle traditionnel où effectivement les contributeurs ils peuvent ne pas être disponibles, mais je trouve que c'est moins complexe quand même que dans les projets agiles. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça c'est la première chose, quand on veut travailler à distance, eh bien il faut savoir que l'impact de la gestion de projet elle est importante pour réussir finalement à faire en sorte qu'à distance on arrive à collaborer avec des gens qui sont parfois qui ont encore moins de temps. Et c'est encore plus compliqué à distance parce qu'on ne peut pas se mettre sur le coin d'une table à leur prendre 5 minutes. Parce que moi, franchement, ça m'est arrivé. Hein. Il me fallait juste 5 minutes pour confirmer quelque chose. Bon, impossible de trouver 5 minutes dans l'agenda de la personne, de toute manière. Donc, open space, je guette que dès que la personne revient à son bureau, je lui sautais dessus pour lui poser la question. Franchement, c'est du vécu, c'est pas marrant, mais ça arrive quoi, c'est comme ça. Donc, à distance, évidemment, c'est plus compliqué. Deuxième facteur, eh bien, ce sont toutes les tâches qui nécessitent des techniques d'élicitation, en fait, qui nécessitent de recueillir ou de valider des informations. Donc, je vous rappelle les tâches dont je vous parle pour chacune des activités de business analyse. Analyse, préparation, recueil, restitution, présentation. Donc, dans cette tâche de recueil des besoins, des informations, vous avez des techniques d'élicitation qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres au travail à distance, voire qu'on ne pourra pas du tout pratiquer à distance. Par exemple, tout ce qui est atelier de design thinking, tout ce qui est brainstorming, c'est très très compliqué de faire à distance. Ouais, franchement très compliqué. Tout ce qui est workshop, ça se fait, mais c'est compliqué. Jeu collaboratif, on peut oublier, je pense. On peut oublier. Tout ce qui est interview, ça on peut le faire aussi à distance, mais c'est plus complexe pour d'autres raisons que je vous donnerai en troisième partie. Après, vous avez des techniques d'élicitation dont l'impact du fait d'être à distance est, disons, est pas trop important. Par exemple, tout ce qui est prototypage, ce que nos amis UX UI designers appellent donc le UX UI, User Experience User Interface, donc tout ce qui est prototype, maquettage. Il y a des phases en fait du prototypage qui se font vraiment tout seul sans problème, d'autres qui nécessitent une interaction, mais on a vraiment pas mal d'outils maintenant, de logiciels qui permettent de le faire à distance et de présenter à distance. Donc l'impact, il existe, mais il n'est pas fondamental. Tout ce qui est mind mapping aussi, cartographie, carte mentale, qu'on utilise aussi beaucoup en business analyse. Pareil, maintenant on a pas mal de logiciels très très sympas, pratiques à utiliser, qu'on peut utiliser à distance. Et à la limite, on n'est pas forcément obligé de le faire en face à face, en présentiel. Donc ça peut être impactant, tout dépend du contexte. C'est pour ça que j'ai pas mis zéro impact. Mais l'impact, il est gérable. Puis après, vous avez des techniques d'élicitation, donc de recueil des informations, qui ont un impact neutre quand on travaille à distance. Ça, c'est tout ce qui est analyse documentaire, c'est-à-dire vous avez vos documents, vous potassez, vous relisez tout, vous prenez des notes. Évidemment, zéro impact. Tout ce qui est sondage et tout ce qui est analyse d'interface, ça, vous n'avez pas d'impact. L'impact est totalement neutre hein, si vous n'avez pas vos contributeurs sous la main. Donc, important, si vous êtes business analyst et que vous devez travailler à distance alors que ce n'était pas prévu ou alors parce que vos collaborateurs, de toute manière, ils ne sont pas sur site, eh bien, choisissez, sélectionnez les bonnes techniques d'élicitation. Certaines seront contre-productives, totalement contre-productives. Et pour d'autres, vous n'aurez pas le choix, il faut que vous les utilisiez. Par contre, vous allez devoir avoir des étapes de préparation très soigneuses pour ne pas perdre de la valeur. Pas faire perdre de temps à vos collaborateurs parce qu'un contributeur qui vient à vos réunions, à vos brainstorming, qui a l'impression de perdre du temps, c'est quelqu'un que potentiellement vous aurez du mal à récupérer pour d'autres ateliers plus tard. Donc c'est quelque chose de très important à connaître. Un autre facteur par rapport à la pratique de l'analyse à distance, c'est toutes les tâches qui nécessitent une présentation. Donc je vous rappelle, quand vous êtes business analyst, vous analysez, vous préparez, vos ateliers par exemple, vous allez recueillir, donc là c'est le déroulement de l'atelier en question, vous allez restituer toutes les informations que vous avez collectées et puis après vous allez présenter PowerPoint, tout ce que vous voulez. En gros, quand vous présentez, c'est un peu comme si vous étiez un peu un conférencier et puis vous déroulez tous vos slides et après vous avez des interactions avec vos managers, etc. Là, l'impact de toutes ces, de pratiquer à distance la business analyse sur tout ce qui est présentation, il est peu important, il est très gérable. Par contre, vous allez du coup, étant donné qu'il n'y a pas de communication non verbale, hein, contrairement à une présentation en live où vous voyez un petit peu la réaction de
de vos managers, etc., où ils peuvent vous couper la parole, etc. Là, en fait, vous pouvez parfois avoir la surprise à la fin de votre présentation, vous pensez que vous avez tout super bien déroulé, bah, vous avez peut-être la surprise d'avoir un manager qui bloque totalement, ou alors qui vous pose des questions que vous n'avez même pas envisagées, et là, ça vous coupe tout, quoi. Donc, c'est important, quand vous êtes à distance, de prendre en compte la couleur du manager. J'en ai parlé la semaine dernière sur comment travailler avec des dirigeants et j'ai parlé notamment de tout ce qui est disque, les couleurs bleu, rouge, vert, jaune. Je vous invite à regarder le replay si vous n'y étiez pas parce que c'est important quand on est à distance encore plus de savoir par exemple qu'un manager qui est plutôt rouge, donc il n'aime pas les détails, il veut que ça aille vite, il veut que ça pulse, il prend une décision très vite, et bien c'est important de ne pas lui faire une présentation qui correspond à un manager qui a une tendance plutôt très très analytique, qui a besoin de plein de chiffres, qui a besoin de prendre du temps pour réfléchir, bleu ou jaune. Et en fait, il faut vraiment que vous vous attachiez à ça parce que le temps que vous allez passer à présenter, il faut qu'à la fin, ça aboutisse à ce que vous voulez, c'est-à-dire une prise de décision, une recommandation qui est actée. Donc, à distance, attention, vous n'avez pas cette communication non verbale qui peut vous donner des signaux d'alerte et vous permettre en cours de présentation de rectifier certaines choses. Franchement, ça m'est arrivé d'avoir prévu plein de slides et en cours de présentation, je me rends compte que j'ai un manager qui est tout le temps sur son smartphone. Moi, ça me perturbe, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a sa pleine attention. Pour le manager en question, en fait, il est multitâche, il a l'habitude de répondre à 3 mails et en même temps, il écoute, ça ne le dérange pas. Il t'entend, quoi. Mais moi, ça me perturbe beaucoup. Donc il y a des fois je m'interrompais en me disant bah, je vais attendre qu'il ait fini parce que je suis en train de lui dire un truc d'important et il me dit non c'est bon vas-y continue etc. Et d'autres au contraire c'est un signal, c'est des managers qui eux sont monotâches. S'ils répondent à des mails pendant que tu es en train de parler c'est que soit tu n'as pas capté son attention, soit il y a un truc, donc là on est capable en fait en cours de présentation de rectifier un peu le tir, de se rendre compte un petit peu parce qu'encore une fois le but c'est qu'on a une décision à la fin et qu'il ait le décisionnaire et il ait toutes les clés en main en fait pour prendre des décisions et puis acter quelque chose quoi. Donc ça à distance, attention, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Donc important de préparer soigneusement vos réunions pour savoir à qui vous adressez, comment vous allez le présenter. Voilà, les slides vont pas forcément être pareils, la manière dont vous allez faire va être peut-être différent, la gestion du temps, etc. Ensuite, autre chose, le facteur qui est lié à alors, toutes les livrables, les tâches, les activités qui nécessitent un accès au réseau de l'entreprise ou aux installations de l'entreprise ou à la messagerie professionnelle. Donc là, en fait, évidemment, travailler en local sur son petit ordinateur, on peut le faire pour certaines tâches, mais dans la plupart des cas, c'est juste pas possible parce qu'il faut avoir un accès soit à la documentation, soit au logiciel, soit peu importe, à tout ce dont vous pouvez avoir besoin en tant que business analyst. Peut-être moins au début, en début de mission, on recueille des informations un peu génériques qu'on peut retrouver qu'on peut nous envoyer par mail par exemple, mais après souvent on a besoin vraiment d'avoir accès au réseau d'entreprise et en tout cas au minimum aux agendas, à la messagerie, etc. Donc là, quand on travaille à distance et que c'est prévu, donc dans le cas où notamment c'est des collaborateurs qui ne sont pas sur site, ça fait partie de l'organisation du début de mission ou du début de prise en poste, donc ça c'est pas un problème parce que en général les managers ils savent très bien que ok, on a toute une équipe qui est en Allemagne, donc voilà comment on travaille avec eux, ils te donnent les accès, etc. Donc ça, en général, c'est pas un problème. Là où ça devient problématique, c'est quand vous faites du télétravail, par exemple, parce que on est en crise sanitaire et qu'on se met à faire du télétravail. Et là, toutes celles et ceux qui me regardent et qui sont business analystes dans ce cas de figure, ils savent très bien à quel point c'est une grosse galère, une grosse galère quand on n'a accès à rien. Alors, soit il faut faire des demandes d'autorisation au département informatique, mais quand on est prestataire externe, souvent on n'a pas accès à grand chose, donc on n'a parfois même pas accès à internet, ça m'est arrivé. Donc il faut avoir des moyens d'accès à distance au réseau d'entreprise, c'est pas toujours possible. Parfois ça nécessite d'aller dans les locaux de l'ESN, donc l'entreprise de services numériques, qui elle a le droit d'avoir accès aux locaux, au réseau de l'entreprise cliente finale. Donc en fait cette notion logistique, accès au réseau, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps au début, qui peut vous faire perdre beaucoup de temps sur votre planification. Sachez que ça existe et qu'il faut le planifier, il faut être proactif, il faut savoir exactement de quoi vous avez besoin pour faire vos demandes au département informatique, au client, lui dire ok, si j'ai pas l'information, en ce cas-là je vais prendre du délai sur tel ou tel livrable, etc.
Pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, organisation des réunions, on en fait beaucoup des réunions, que ce soit workshop, interview, présentation, tout ce que vous voulez. Donc ça, si on n'a pas accès à la messagerie avec les agendas des contributeurs, franchement, on passe notre temps à faire et à défaire nos agendas et les feuilles de route. C'est juste insupportable, quoi. Donc, à distance, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que ça peut vous flinguer votre feuille de route, votre planning. Et voilà, donc c'est le côté super négatif, super pénible, hein, je dois vous dire. Ensuite, autre chose, eh bien, il y a heureusement dans le lot des activités et des tâches et des livrables qui nécessitent un isolement, un réel isolement quand on est business analyst. Euh, les deux tâches qui nécessitent de s'isoler en général, c'est les tâches d'analyse et les tâches de restitution. Et moi, personnellement, quand j'analyse ou quand je rédige, je fais ma restitution, je ne veux pas être dérangée. Et donc, ça m'est arrivé de devoir être très ferme avec mon client. Il me disait, ah, mais c'est bon, dans 15 jours, tu me livres telle analyse, tel raci, telle matrice. Je dis, alors, mais moi, dans ce cas-là, personne ne me positionne de réunion. J'en accepte plus aucune. Si j'ai des réunions dans ma journée, je ne peux pas respecter le délai que tu m'imposes, toi, client. Donc, il y a des fois, j'ai vraiment été obligée d'être très ferme en disant, OK pour le délai, par contre, je ne suis plus dérangée. Et le client, en général, il joue le jeu parce que s'il te met un délai serré, ça peut être parce qu'il a des attentes inatteignables, hein, ça peut arriver, mais ça peut être aussi parce qu'on a vraiment besoin. Et moi, personnellement, en général, je arrive à faire respecter ça. Donc, n'hésitez pas en tant que business analyst à refuser des réunions si vous pensez que votre présence n'est pas utile. Si vous ne savez pas, connaissez pas l'ordre du jour, demandez-le. Si vous vous rendez compte que sur 2 heures de réunion, il y a 5 minutes où vous êtes utile, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, vous regarderez le compte rendu. Il faut savoir être ferme hein, pour gérer votre temps, c'est très très important pour, encore une fois, ces activités, analyse et restitution. Et donc, forcément, quand vous travaillez à distance, bah, c'est génial, on ne vous dérange pas. Donc là, c'est des activités, typiquement, on est ravis d'être à distance. Alors pour résumer, quand on pratique la business analyse à distance, alors parfois, effectivement, c'est subi, comme la crise sanitaire actuelle, alors que le contexte avant de subir cette crise, le contexte projet par exemple, il permettait de faire de la business analyse en proximité avec nos contributeurs et de manière efficace. Donc là en fait c'est compliqué, il faut revoir complètement notre organisation et notre manière de faire de l'analyse métier. Et il faut passer un peu de temps, honnêtement, pour faire cette transition. Ne pensez pas que vous arrivez en télétravail du jour au lendemain et que vous continuez comme avant. Non, passez un peu de temps pour revoir votre organisation et lever les risques auprès de votre employeur et votre client final. Parfois, quand on pratique la business analyse, c'est une contrainte de l'organisation ou de la gestion de projet. C'est comme ça. Voilà, crise ou pas crise, c'était une contrainte. Dans ce cas, on va s'adapter en tant que business analyst en utilisant des techniques et des logiciels de collaboration les plus appropriés et puis en ayant une organisation du poste et une gestion du temps de travail qui est adaptée. Donc ça fait partie de nos contraintes en tant que business analyst dans ces cas de figure. Et puis enfin, parfois, quand on pratique la business analyse à distance, c'est normal, voire souhaité, tout ce qui est analyse et restitution, je viens d'en parler, pratiquer à distance, c'est encore mieux parce qu'on est encore plus dans notre bulle pour être tranquille, pour rédiger nos documents. Parce que je peux vous assurer que quand vous avez recueilli plein d'informations, surtout quand vous ne connaissez pas bien le sujet, et vous avez dans tous les sens des informations, ça peut être très complexe de pouvoir se poser, comprendre de quoi il s'agit, comprendre le vocabulaire, le jargon métier, essayer de rendre les informations cohérentes entre elles et d'essayer de voir le fil conducteur. Dans ces cas-là, si vous êtes dérangé, c'est impossible, quoi. Enfin, personnellement, je ne sais pas faire. Tout petit zoom. Après, je vous renverrai vers un article qui donnera plus d'informations. Ça, c'est la troisième partie. C'est un zoom sur les risques de l'élicitation collaborative à distance. Donc, je vous ai dit toutes les tâches qu'on fait en tant que business analyst. Parmi les différentes activités et les différentes tâches, il y en a certaines qui nécessitent de collaborer avec donc des contributeurs. Quand on est à distance en télétravail spécifiquement, en télétravail, il y a des problématiques outils d'utilisation des techniques de communication, bien sûr, mais il existe aussi plein de risques supplémentaires
qui sont inhérentes au télétravail en fait, hein. Et c'est lié en fait à l'environnement de travail. Donc il faut savoir que les réunions à distance que vous menez peut-être déjà avec vos contributeurs en télétravail, ça implique deux environnements. Déjà le vôtre, chez vous. Donc vous voyez, moi je suis chez moi là. Moi, mon problème là, c'est plutôt le fait que je n'ai pas la fibre, donc la connexion qui est un petit peu aléatoire. Et puis également, vous avez l'environnement de vos contributeurs. Vos contributeurs, ils sont en télétravail chez eux. Il y en a certains qui sont bien installés, d'autres pas bien installés. D'autres qui ont la fibre, certains qui ont la fibre, certains qui ne l'ont pas. Donc, évidemment, il y a pas mal de risques. Alors, il y a 6 risques principaux auxquels vous pouvez être confronté en tant que business analyst, également organisateur et facilitateur de ces réunions à distance. Tout d'abord, une plus faible capacité d'attention et de concentration des contributeurs. Ils sont soumis, comme vous, à des distractions. Par exemple, ils ont leurs enfants à la maison, ils ont leur chat, leur chien qui viennent les solliciter pour manger, pour sortir. Ils ont peut-être aussi des emails ou des coups de téléphone entrants en même temps que la réunion Zoom ou je sais pas quoi que vous essayez de mener. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'inconfort technologique de vos contributeurs et de vous également. Ça peut être la qualité de la connexion, on en a parlé, l'équipement, il y en a certains qui ont un ordinateur qui est correct, d'autres qui utilisent leur smartphone, hein, ou tablette. Également, si vous présentez une modélisation, par exemple, lors de la réunion, mais que vous avez des contributeurs qui ont juste leur smartphone, je peux vous assurer que ça va être compliqué pour eux de bien comprendre la modélisation en zoomant, machin, sur ce que vous diffusez. Enfin, ils verront rien, ils verront des pattes de mouche. Donc, prenez ça aussi en compte. Attention à leur inconfort technologique éventuel. Parce que depuis un écran 5 pouces, c'est pas pareil que sur un écran d'ordinateur. Ensuite, il y a aussi la notion de participation aveugle. Parce qu'effectivement, dans des réunions en présentiel, on voit qui est dans la pièce, ou même en visio. Quand on est comme ça en réunion à distance en télétravail, beaucoup d'entreprises demandent de couper la caméra, etc. Et parfois, en fait, on voit bien qu'il y a des gens, mais on ne les connaît pas. Ou les contributeurs, ils ne connaissent pas tout le monde. Dans les grandes entreprises, si vous invitez un certain nombre de contributeurs, ils ne se connaissent pas tous entre eux. Et vous, d'ailleurs, vous ne les connaissez pas tous non plus. Et parfois, en plus, quand il n'y a pas la caméra, ou qu'on coupe le micro pour pouvoir parler, voilà, c'est ce qu'on appelle la participation aveugle et ça a un gros impact sur vos réunions à distance. Également, quand vous avez des contributeurs de pays différents, la diversité culturelle entre contributeurs, elle se fait encore plus sentir. Je l'ai vécu, hein, pour avoir des contributeurs en Inde, en Allemagne, en France, etc. Eh bien, à distance, ça peut être vraiment très perturbant, quoi, hein, très très perturbant. Donc ça aussi, ça peut ajouter au risque en fait de travailler à distance, de faire de la collaboration, de la législation collaborative à distance. Et puis, évidemment, après, il y a la difficulté liée au suivi à distance de la réunion. Vous savez tous que quand on suit une réunion à distance, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en présentiel. C'est très différent. Et c'est pour ça que certaines techniques d'élucidation, comme le design thinking, je les déconseille évidemment formellement à distance, parce que vous allez totalement perdre les bénéfices qu'est censé poursuivre cette technique de design thinking. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités qui sont offertes aux organisateurs comme le business analyst d'atténuer tous ces risques. Je vais vous inviter à regarder l'article intitulé Tutoriel pratiquer la business analyse à distance. Je vous ai mis le lien en description, donc si vous voulez en savoir plus sur comment atténuer tous les risques dont je vous ai parlé, eh bien, allez regarder dans l'article, il y a plus d'informations. Voilà, bon, j'ai fait le tour, alors je vais me retourner vers vos questions, voir un petit peu si vous avez des retours d'expérience. Philippe, tu dis, même si j'essaye de privilégier la rencontre physique, c'est aujourd'hui quasiment impossible sur un client 4 jours de télétravail imposé par semaine, bien sûr. Donc toi tu dis donc tu dis qu'actuellement tu es en interne, tout à fait. Et que donc pour faire je parlais de serviettes et de torchons, ne pas mélanger les prestataires externes avec les collaborateurs internes. Je disais interne, c'est la serviette et le torchon, c'est le prestataire. Toi tu me dis que maintenant tu es devenue une serviette. c'est drôle. Alors, tu dis ton retour, je sais pas si on le verra, mais je trouve que l'avantage du distanciel, c'est moins de blabla, plus de pro. Oui, et on peut vite devenir psy avec certains experts contributeurs.
effectivement, quand on est, d'ailleurs c'est partie des informations que je donne dans l'article, quand on fait des réunions à distance, à raison de tous ces risques en fait et la plus faible capacité d'attention des contributeurs, on a l'obligation d'aller droit, straight to the point et de faire des réunions plus courtes parce qu'une réunion présentielle de 2 heures, ça tient, même si ça fatigue tout le monde, on peut faire une pause au milieu. Une réunion en visio de 2 heures, c'est plus compliqué. En général, il faut vraiment limiter le temps. Donc effectivement, c'est aussi un avantage du distanciel parce que les réunions peuvent aller plus vite et sont plus droites, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Donc tout à fait, Philippe, tu as raison. Alors, je lis ce que dit Philippe, qui dit distanciel, dit d'avoir de bons outils aussi. Oui, alors tout à fait, effectivement, c'est hyper important d'avoir des outils collaboratifs à distance qui s'y prêtent. Moi, je le vois régulièrement quand je travaille avec les entreprises en ce moment. Bah, c'est vrai que, alors que ce soit l'outil ou que ce soit les contraintes imposées par exemple la sécurité des données, bah, ça peut changer de tout au tout la manière dont on va présenter et organiser les ateliers avec les contributeurs. Donc oui, pas de bons outils, ça peut être hyper compliqué. Marie, tu dis, pour ma part, je suis consultante, je viens de démarrer chez un nouveau client la semaine dernière. Donc toi, tu es à Paris, ton client il est à Toulouse, donc tu es en télétravail. Effectivement, tu dis qu'il y a des tâches, des activités réalisables à distance. Ouais, dérouler des cas de test, mettre à jour un cahier de recettes, c'est bien, tu donnes des exemples. Rédiger, mettre à jour des specs, tout à fait. En revanche, beaucoup plus compliqué dans tout ce qui est élicitation, tout à fait. Donc tu le constates également, Marie. De manière générale, pour une prise de poste, je lis toujours ton commentaire. Donc en contexte télétravail, ce n'est pas du tout évident, on se sent un peu délaissé et ouais. On doit sans arrêt relancer les contributeurs pour avoir des informations, faire de la montée en compétences. Et je trouve qu'on est moins visible pour les utilisateurs métiers et l'équipe technique, moins bien intégrés en somme. Absolument, absolument. Tu n'es pas la seule, c'est même la règle plus que l'exception. Tous les business analysts qui débutent en ce moment et qui échangent avec moi, limite, ça les fait déprimer, hein, franchement, d'avoir une prise de poste sans pouvoir voir le reste de l'équipe, sans à la limite être visible parce qu'un nouvel arrivant, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas le temps de discuter autour d'un machine à café pour échanger, on n'a pas le temps de le voir même visuellement, bah, c'est vrai que toujours l'impression de courir après des informations, de devoir s'organiser un petit peu tout seul avec un soutien qui est pas forcément évident à obtenir parce qu'effectivement, quand vous êtes intégré à une nouvelle équipe, les managers au début ils vont vous aider mais pas H24 quoi, hein. Ils planifient quelques réunions pour vous mettre le pied à l'étrier mais après vous débrouillez. Quand vous êtes sur place c'est quand même 100 fois plus simple à distance en télétravail bien entendu. Alors Philippe tu me dis avantage aussi côté présentation, c'est moins intimidant le distanciel face aux dirigeants. Ouais, et Marie corrobore, moins perturbée par leur attitude. Alors, euh, effectivement, quand on est intimidé face à la hiérarchie, au manager, le faire à travers une caméra, bien entendu, c'est beaucoup moins stressant. Donc, ça peut effectivement être un avantage. Philippe, tu dis, le distanciel empêche plus le off avec création de climat de confiance. Tout à fait. Le off, je le dis souvent, hein, le recueil de l'information, l'élicitation se fait autant lors d'ateliers de travail planifiés que à la cantine, autour d'un café, en discutant avec vos contributeurs. La quantité d'informations qu'on peut récupérer de cette manière-là est juste hyper qualitative. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en distanciel. Alors je vois que Marie et Philippe ils se répondent mutuellement. Euh, donc voilà, vous corroborez le fait que le distanciel permet de se concentrer à 100% sur tout ce qui est restitution, hein, je pense. Voilà, et des réunions, vous dites tous les deux, les réunions moins de blabla. Donc c'est voilà, c'est moins de blabla, mais moins de relationnel, moins de côté humain, où encore une fois, en tant que business analyst, on apprend énormément de choses. Alors oui, effectivement, c'est sympa ce que tu dis là, Philippe. Tu dis, le plus, c'est de pouvoir enregistrer, alors sous Teams, mais Skype aussi permet de le faire, enregistrer les réunions. Ça, c'est vrai que c'est très sympa. Ça permet de mieux restituer après parce que vous avez parfois loupé des choses où vous n'êtes pas obligé de noter. Parce que quand on fait une réunion en présentiel et qu'on doit à la fois animer
et à la fois prendre en note, c'est pas forcément évident. Ça nécessite vraiment de savoir jongler et d'avoir la capacité à la fois être à l'écoute, poser des questions et puis noter. Et c'est pour ça que d'ailleurs souvent, si on peut, on peut être deux, hein, le business analyst et puis quelqu'un qui va prendre des notes à côté, qui va être timekeeper, qui va dire attention au niveau du temps, il nous reste tant de minutes. Effectivement, à distance, avec les logiciels, on peut enregistrer et c'est sympa. C'est une très bonne information. Écoutez, c'est super. Merci d'avoir à tous et à tous déjà échangé sur vos retours d'expérience. Je trouvais ça très intéressant. N'oubliez pas de liker encore une fois, de partager cette vidéo si ça vous a plu. Si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à alice@bestofbusinessanalyst.fr. Ça pourra faire l'objet d'un live et je vous répondrai très volontiers un petit peu plus tard dans un autre live. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube ou en direct. Ciao tout le monde!